je vous emmène pour un très long et très beau voyage. 2400 km sans jamais quitter le lit du Mékong. Je vais traverser 3 pays, le Laos, le Cambodge et le Vietnam, jusqu'au delta du Mékong. Mais rester sur le Mékong, ça veut dire rencontrer des gens extraordinaires. Un funambule qui risque sa vie au-dessus des cascades. Un pêcheur de rats. Un bateau fantôme qui nous raconte des histoires d'un autre temps. J'ai l'impression de revivre la marine de Corto Maltese. J'adore. Descendre un fleuve mythique comme le Mékong, c'est découvrir des trésors au fil de l'eau et vivre au rythme du fleuve. 2000 km sur le Mékong, on ne sait pas encore tout ce qui va nous arriver, mais il y a une chose qu'on sait, au bout, c'est la mer. Mon voyage sur le Mékong commence au nord du Laos, à 2400 km de la mer. Pour aller jusqu'à l'embouchure, je vais devoir passer de bateau en bateau. C'est celui-là? Oui, oui, Kokchai. bon voyage. Et mon premier bateau, c'est un long bateau, mais pas n'importe lequel. Un bateau vital pour les habitants de la région, une sorte de bateau-bus. Il est sympa ou pas? Tu me laisses monter, bonhomme? Oula, tu me laisses monter? Je vais peut-être pas monter par là. Je suis pas monté par là. T'as raison. Je vais monter par là. Oh, il y a la poule aussi. Ouais. Tu la mets où? Vache. Elle portait ça sur le dos? Je suis incapable de le prendre. Attends, je vais me mettre comme ça, faire comme elle a fait. Ça vous fait marrer? Je n'y arrive pas. Ça me fait marrer, j'y arrive pas. Ce bateau fait des stops à la demande. Un bus flottant qui prend son temps. 4 heures pour faire quelques dizaines de kilomètres sur le Mékong, jusqu'à la ville, Luang Prabang. Ici, tout le monde voyage au même rythme, celui du fleuve. Comment vous vous appelez? Ciao Fang. Ciao Pan. Enchanté. Quel âge vous avez? J'ai 83 ans. Je dois être la doyenne du bateau. Combien de fois vous avez fait ce voyage sur le Mékong? Oh là, moi je le fais souvent, je compte plus à mon âge. Mais c'est très agréable car il y a toujours quelque chose à voir sur le fleuve. Là-bas, par exemple, il y a une grotte sacrée. C'est où? C'est là-bas? Oui, là-bas, au niveau de la falaise. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte? Il y a beaucoup de statues de Bouddha. Énormément. Et depuis des siècles. Et puis, dans cette grotte, il y a surtout des esprits et des fantômes. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est sacrée. Vous avez vu des fantômes dans la grotte? On les voit pas, ce sont des esprits sacrés. En fait, c'est les gens qui disent que la grotte est habitée par les fantômes. Mais c'est des histoires qui se racontent ici. Je te conseille surtout de visiter Luang Prabang. C'est là où l'on va. Tu vas adorer. C'est une très belle ville ancienne. Il y a plein de jolis bâtiments, des temples. Oh là, attention, ça bouge. Je débarque donc à Luang Prabang, au Laos. C'est la première étape de mon voyage. Luang Prabang, c'est l'un des joyaux du Mékong. Un petit écrin coincé entre les montagnes.
vient de Ladhan. Come from Ladhan. 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 Donc on est descendu par là. On va passer ça. Et là on arrive à Luang Prabang. Do you know where is the Et ce name- nom de Luang the name Prabang, on sait d'où ça come vient? from? Luang Prabang. Luang Prabang. Yeah. Luang Prabang, c'est un nom qui littéralement veut dire It's a name, ville du Bouddha royal. Prabang. Et ici dans la ville, il y a énormément de temples. Voilà, c'est ça, c'est la ville Yeah, du yeah. Bouddha, la ville du Bouddha. Prabang Et je te temple. conseille vraiment d'aller visiter les temples. Ok, je vais aller là. Top side lai lai. Effectivement, les temples bouddhistes sont partout. Il y en a une quarantaine. La légende raconte que c'est là, en venant par le fleuve, que Bouddha a posé pied à terre. Et ici, le Mékong n'est jamais très loin. À l'écart de la ville, je découvre aussi tout autre chose. D'immenses péniches qui transportent du bois, du ciment, des matériaux de construction. Elles sont prêtes à partir. J'ai donc pris rendez-vous avec un des propriétaires de ces cargos pour faire un petit bout de chemin avec lui. Bonjour monsieur, je cherche le port. C'est par là? Ouais, c'est par là. Big boat. Les gros bateaux, hein, c'est bien par là. Bonjour, je cherche monsieur Tree. Ah non, je connais pas. Non, non. Ah là là, ça va pas m'aider ça. Badi, Mr. Tree. Eh, ramène la planche pour qu'on puisse monter. I'm looking Je for cherche monsieur Tree. Mr. Tree. Ouais, c'est moi. Tree. Ouais. François. Hello. Which C'est is your lequel boat? votre bateau? C'est celui-là. The Le green vert? one, The vert. Ouais. Ah, il est Beautiful. super. Il est Big. grand. Oui, c'est le grand. Viens, on va monter. Toi, vas-y, pousse la planche. I Tu can- peux y aller? Attention la planche là. Remets-la. Ah, vous faites la rampe? Non. Ouais. Allez, viens. Je peux faire sans la rampe. Oh, c'est la plus belle rampe de ma vie. J'adore. Badi. Me voilà à bord. Le cargo fait plus de 20 mètres de long. Première surprise, c'est aussi une sorte de petite maison ambulante. On va être bien là. Monsieur Tree et sa famille vivent pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur le Mékong, en fonction des livraisons de matériaux qu'ils doivent faire. This is Luang Prabang. Là, c'est Luang Prabang. Ouais. What is, Jusqu'où tu peux m'emmener aujourd'hui? Alors, je vais te montrer. On va aller vers le sud. Par là. Mais après, je pourrai plus. Hein. Alors, je te laisserai continuer tout seul. Bon, c'est super. Ok. Vous naviguez pas la nuit? Ah non, seulement en journée. Quand la nuit arrive, il faut arrêter le bateau. Et du coup, vous vous arrêtez comment? Quand la nuit tombe, j'amarre le bateau où je peux, sur la rive. J'attache bien le bateau et puis on dort. Parce que la nuit, c'est pas possible de naviguer. Il fait noir, on ne voit rien. Et sur le Mékong, il y a des rochers. Donc c'est trop dangereux de naviguer de nuit. Alors ce soir, eh bien, tu dormiras ici avec nous. Mais on ne sait pas vraiment où. Ok, on y va quand vous voulez, chef. Ok, on démarre. C'est déjà une bonne nouvelle. Ah, je parlais trop vite. Attention, on va démarrer. Larguez les amarres. Ça va être dingue. Là, tu sens que il peut pas t'arriver grand-chose en fait. Et en
dirait un tracteur. Est-ce que vous l'avez fait vous-même, ça? Ah oui, c'est moi tout seul. De mes mains. Donc là, il y a une pédale pour freiner, j'imagine, je sais pas. Il y a une pédale ici, et il y a une pédale ici. À quoi ça sert, ces pédales? Celle de gauche, c'est l'embrayage. Et tu as la même à droite. Et ça, c'est pour la marche avant ou la marche arrière. Et là, c'est pour gérer la vitesse. L'accélérateur, ok. Et là, je passe la marche arrière ou marche avant. Et il Ouais. y a même le clignotant pour dire... Ok, go to the right. Tic, 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 tic. Quand vous êtes à la barre comme ça, vous restez combien de temps sans bouger? Je reste toute la journée ici, à la barre, seul sur mon siège. J'ai un peu l'impression de dominer le Mekong. Bah, tu veux peut-être essayer? Ouais, c'est pas un hobby cat, quoi. Oula. Ok, je récupère. Je relâche. Je pourrais pas faire un créneau tout de suite, mais ça va. Je crois que c'est l'engin et le volant le plus gros de ma vie que j'ai jamais tenu. Ah, j'aime pas me faire doubler par les touristes. Dis donc. Le voyage continue sur ce drôle de bateau tout en longueur. Monsieur Tree, toujours à la barre, est vigilant. Tout semble immuable, comme si le temps s'écoulait plus lentement sur l'eau. Le Mekong imprime son rythme, et moi je trouve mes marques. Bientôt, on va faire une halte pour la nuit, au milieu de nulle part. Bon appétit. Ouh la vache. Ah oui, c'est épicé. Vous avez toujours voulu devenir un marin? Mon père était marin. Donc quand j'étais petit, j'ai voulu être capitaine, comme lui. Je crois que ça se transmet de génération en génération. Tu sais, aujourd'hui, ça fait 28 ans que je fais ça. Tous les jours. Et je ne sais peut-être rien faire d'autre. À force de voir le fleuve, de vivre avec le fleuve, d'être dessus toute la journée, est-ce que des fois, vous lui parlez? Et est-ce que des fois, le fleuve vous répond? Ah non, jamais. Il faut rester concentré sur son travail. Quand tu conduis 8 heures par jour un bateau, faut pas se laisser distraire. Mais moi, je peux pas imaginer vivre ailleurs que sur le fleuve. Sur la terre ferme, j'aurais l'impression d'être enfermé. Non, moi je me vois pas vivre avec ma famille dans une maison. Non, mon travail, ma vie entière sont liés au fleuve. Bon, et la question essentielle, les garçons. Qu'est-ce qu'on fait dans le bateau le soir? Ah bah y a pas grand chose à faire après une journée de travail. Peut-être se relaxer et dormir? Merci beaucoup pour tout ça. Je goûte avec bonheur la vie de ces nomades du Mekong. Le bateau de Mr. Tree va naviguer pendant des jours, jusqu'à ce que le fleuve se mette à gronder pour devenir une barrière infranchissable. Les chutes de Koné offrent un spectacle grandiose. 10 km de torrents et de cascades, de bruit et de fureur. Sans doute l'endroit le plus hostile du Mekong. Et pourtant, le fracas des eaux n'a pas l'air de faire peur à tout le monde. Il y a une scène complètement incroyable. Il y a un pêcheur de l'autre côté des remous, des rapides là. J'aimerais bien aller le voir en fait, mais comment je fais? Comment je fais pour venir là? Je vois pas de passage. Peut-être qu'il vit là-bas. C'est dingue.
On va dû essayer de ne pas tomber, enfin trouver le passage. Faut que je passe là-dessus. Oula. C'est-à-dire que plus on s'approche, et moins ça paraît sûr ce truc-là. Je vais pas confier ma vie à un truc comme ça quand même. Allez, faut pas regarder en bas. J'ai jamais autant aimé le bois. Allez mon gars. Yes. Comment je fais? Ah ouais. Non mais j'y vais. Attends. Non, ça va pas tenir. Non, viens. Est-ce que vous pouvez venir ici? Oui, bah ouais, mais ça bouge. Bah oui, bah oui. Non, mais j'y vais pas, je vais me casser la gueule. C'est que je peux pas. C'est chaud quand même. Ouais, on va pêcher là, c'est bien aussi. Perché au-dessus de l'eau, le pêcheur se révèle funambule. Sa vie ne tient qu'à 2 fils. Mais plus que le danger, moi c'est sa grâce qui m'impressionne. Si léger, si sûr de lui sur ses petites tongs. Ça va aider? Bonjour. Là, il faut pas lâcher là. Oh là. Comment vous vous appelez? What's your name? François. Nang Sam. Bah alors, tu avais peur de traverser? Oui, je suis gros. Depuis combien de temps vous faites ça? Ça fait plus de 20 ans que je viens pêcher ici et que j'emprunte ce pont de câble. Et vous l'avez construit vous-même, le pont là? Non, non, mais il y a plusieurs ponts comme ça autour des chutes, dont un plus loin là-bas qui a été construit par mon père. Qu'est-ce qui se passe si vous tombez? Si je tombe, je meurs. Je vois pas d'autre possibilité. Il n'y a jamais personne qui est tombé dans l'eau ici? Non, personne encore. Faut toujours être vigilant et faire très attention. Ok. Ah, on est bien là. Pourquoi il faut aller là-bas pour attraper les poissons? Et risquer votre peau tous les jours sur ces câbles-là? Peu de gens ont le courage d'y aller. Et je sais qu'il y a plus de poissons par là-bas. Alors, comme on est moins de pêcheurs à y aller, eh bien, j'ai plus de chances d'en pêcher. Et quand vous attrapez le poisson, qu'est-ce qui se passe après? Vous le mangez vous allez le vendre? Comment ça se passe? Les petits de moins d'1 kilo, je les garde pour ma famille. Et les plus gros, je vais les vendre au marché. Dans votre vie, un matin comme ça, le maximum de poissons que vous ayez pris, c'est combien? Une bonne journée, je fais 10 kilos par jour. Mais avant, parfois, j'arrivais à en pêcher plus de 20 kilos. J'ai bien essayé de pêcher. J'ai tout misé sur la chance du débutant. Bah alors, pas de poisson? On va manger quoi ce soir? Mais aujourd'hui, le poisson ne sera pas au rendez-vous. À la tombée de la nuit, on est toujours bredouille. Ça n'a pas l'air de déranger Nyang. Je vois bien que le fleuve invite à prendre la vie comme elle vient. Quand tu rêves du Mekong, est-ce qu'il y a une image particulière que tu vois? Oui. Je rêve des poissons, de gros poissons. Et je rêve qu'un jour, j'arriverai à pêcher de très gros poissons de plus de 10 kilos, que je trouverai ici, dans les beaux et grands rapides. En même temps, c'est beau même sans poisson. Hein. C'est magnifique. Et tu as des enfants? Oui, 6. 6 enfants. Bravo. Est-ce qu'ils ont le droit de venir pêcher ici?
Non, je veux pas que mes enfants deviennent pêcheurs, car il y a de moins en moins de poissons dans le fleuve. Donc aujourd'hui, pêcher, ça ne permet plus de gagner suffisamment d'argent pour nourrir toute la famille. Pourquoi il y a moins de poissons? Eh bien, c'est peut-être à cause des barrages, parce que les barrages, ils dérèglent le débit de l'eau. À cause d'eux, parfois, il y a trop d'eau d'un coup, et parfois, il n'y en a pas assez. Alors je crois que les barrages, ils perturbent la vie des poissons. Mais bon, je désespère pas, tu sais, je vais essayer une dernière fois d'aller pêcher pour ce soir. Et si je trouve rien, bah tant pis. Let's go fishing. Ok. Ça sent le poulet. Où sont les poissons? Ah non, non, j'ai rien pêché. Mais j'ai toujours un petit quelque chose avec moi. Mais où est-ce que tu as trouvé ça? J'ai toujours un peu de riz et de poisson frit. Ouh, ça va être le meilleur poisson que j'ai mangé de toute ma vie. C'est délicieux, hein? Tu aimes? C'est extrêmement bon. C'est très lao. C'est du riz gluant, du poisson frit et de la sauce piquante. Est-ce que tu connais une chanson qui parle du Mekong? Ah, une petite chanson, une chanson que je chantais à mes enfants. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Cette chanson parle de cette région, la région des 4000 îles sur le Mekong, et notamment de cette cascade qui est si célèbre. It's a wonderful, wonderful evening for me. Longue vie aux poissons, longue vie aux chansons et longue vie au Mekong. Après avoir réussi à franchir les chutes, je me dirige vers le prochain village pour reprendre ma route sur le Mekong. Après plus de 1000 km parcourus, direction maintenant le Cambodge. Ah bah voilà des bateaux. Ready. Good, good. Je cherche un bateau, vous avez un bateau ici? On en a 45. Ah super. Parlez-vous français? Oui, on veut 45 bateaux là-bas. Oui. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Vous y C'est allez très joli. Vous y allez? Non, mais suis-moi, je vais te trouver un bateau. Ah, le petit là. Allez, bouge ton bateau. Emmène-le, il veut aller vers le sud. Emmène-le jusqu'au Cambodge. Merci monsieur Poupi. Ok, bye. Bon voyage. Je poursuis mon voyage sur l'eau au nord du Cambodge. Le Mekong déroule ses eaux brunes et limoneuses sur des centaines de kilomètres. Prochaine destination, la capitale, la ville de Phnom Penh, 500 km avant la mer de Chine. Phnom Penh est surnommée la perle de l'Asie. Elle veut jouer les villes modernes. Mais quand on aborde une ville par son fleuve, elle livre parfois des trésors cachés. On peut se rapprocher du gros bateau là-bas? Tu connais ce bateau? C'est quoi ce bateau? Je connais pas. Mais ça fait longtemps qu'il est là. Moi, je l'ai toujours vu ici. C'est depuis le début, c'est le plus gros bateau que j'ai jamais vu sur l'eau ici. Oh là là, c'est dingue. Bonjour messieurs. Qu'est-ce que vous faites là-dessous, vous? Ouh là là. On pompe la boue. Attention, elle est pas super clean quand même, l'eau. Hein.
qu'est-ce qu'il fait dessous, lui? Ben, il pompe la boue parce qu'il faut remettre le bateau à flot, sinon c'est dangereux. Et pourquoi il est là, ce bateau? Pendant la saison des pluies, le niveau du fleuve est plus élevé, alors le bateau flotte. D'accord. Mais là, c'est la décrue, alors le bateau est en partie échoué sur la terre. J'aimerais bien monter dessus. Est-ce que vous pouvez m'aider à ça? Oui, on peut. Super, merci beaucoup. Attention à toi, hein. Tiens, j'ai déjà vécu ça quelque part. Tiens-toi bien. Ok. Welcome on board. Comment il s'appelle ce bateau? Je ne sais pas. Mais je sais que ça devait être un hôtel. Fais la visite? On va voir un peu. Bien sûr. Je m'accroche un peu parce que je peux retomber. C'est dingue. C'est Titanic. C'est magnifique. J'ai l'impression de revivre la marine de Corto Maltese. J'adore. Il y a du bois partout. C'est dingue, mais c'est dingue. Mais là, il est en train d'être construit ou il est en train d'être démonté? Un peu les deux. En fait, ce bateau-hôtel n'a jamais été terminé. Il était en construction et tout s'est arrêté. Les promoteurs n'avaient plus les moyens. Alors ils ont abandonné le bateau. Et tu vois, tout est resté en l'état, comme le bois précieux. Moi, ça me fait un peu mal au cœur de le voir comme ça, ce bois-là. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Mais c'est comme ça. Allez, on va continuer la visite. Oh là là, l'escalier et tout, c'est dingue. Moi, je suis plus ému dans un bateau comme ça que dans une grande cathédrale ou dans une grande église. Je suis plus ému de voir ce bois, ce bateau de cette taille-là, de cette facture-là. Ça me fait un peu mal au cœur de voir ça. Et en même temps, c'est très beau. Alors, le bateau bouge pas, mais j'ai moitié le mal de mer. Des chambres de chaque côté. Tu veux entrer dans cette chambre? C'est une suite. On a presque les pieds dans l'eau dans la chambre. La grande salle de bain, je pense qu'il devait mettre le lit ici. Et t'avais ton petit balcon pour faire la croisière sur le Mékong. Grande cabine. L'armoire en bois. Celle-là, elle est belle, celle-là. C'est par là? Ok. Faut monter là, d'accord. Ok. Ah, la piscine. La piscine. Petite piscine, on doit être bien là. Je savais pas qu'un bateau comme ça pouvait exister en fait. Moi, je te souhaite un jour de naviguer sur ce bateau. Ah, merci, merci. Et merci beaucoup pour la visite. Merci beaucoup, infiniment. Je reprends le fil de l'eau, encore sous le choc de cette étrange visite. Phnom Penh est situé à la fois sur les rives du Mékong et d'un de ses affluents, la rivière du Tonlé Sap. Mais il se passe 2 fois par an un phénomène exceptionnel. C'est-à-dire que quand le Mékong est en crue, à la saison des pluies, il ne peut plus absorber l'eau du Tonlé Sap parce qu'il est au-dessus, phénomène des vases communicants, et le courant s'inverse. Et le courant file par là, remonte vers le lac de Tonlé Sap. Le lac qui passe de 100 km, sa surface fait x4. Ça gonfle avec des eaux limoneuses, ça grouille de poissons et ça nourrit toute la région. Là, on voit clairement que le courant vient vers nous. C'est-à-dire que la renverse a eu lieu. Ce qui veut dire que le lac est en train de se vider en amont là-bas. Donc j'ai quand même très envie d'aller voir à quoi ça ressemble Tonlé Sap. On va faire une petite infidélité au Mékong, mais c'est quand même les mêmes eaux. Pas de jaloux. Sur le lac Tonlé Sap, le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est, les rives ont complètement disparu. 6 mois par an, à la saison des pluies, le lac gonfle et engloutit tout sur son passage. J'ai l'impression de débarquer sur une autre planète.
Le lac est très grand, il y a une centaine de villages tout autour, mais des villages flottants. Il y a toute la vie qui s'organise autour de l'eau. Celui-là s'appelle Prektoal. Bonjour. Bienvenue à la maison. C'est ici que j'habite avec toute ma famille. Installe-toi. Tu veux prendre un thé ou un café? Ouais, d'accord. Carrément. Et là, il y a un fort micro, il y a quelqu'un qui chante et qui parle. Pourquoi il y a ce son autour de nous, là? C'est parce qu'il y a eu un mort hier. Donc, traditionnellement, on met la musique fort toute la journée pour faire passer l'info à tout le village. Vous vous appelez Van? Van? Van. Et madame? Madame Chorwan. Korwan? Chorwan. Korwan. Korwan. Voilà, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Et là c'est l'endroit où vous habitez? Ici, c'est la cuisine. Ma femme prépare à manger là. Derrière toi, c'est le lit de mon fils aîné. Et nous, avec mes filles, on dort dans la petite maison flottante à côté. Là, c'est assez surprenant pour nous parce qu'on ne sait pas trop si c'est un bateau ou si c'est une maison. C'est flottant ou c'est sur pilotis? Ah bah c'est flottant. Tu sais, nous les habitants du village, on construit nos maisons flottantes nous-mêmes. Elles flottent grâce au bambou et au bidon qu'on met sous la maison. Ensuite, on les amarre entre elles pour pas que ça bouge. En fait, c'est un peu comme des radeaux. Ici, tout est donc flottant. On ne pose jamais le pied à terre, on navigue entre les cabanes. Van m'emmène donc découvrir son activité cachée dans ces grandes boîtes en bois. Un élevage de crocodiles en plein milieu du village. T'as entendu bouger? T'as vu comme ça bouge ou pas? Ah oui, non, c'est pas du tout des petits crocodiles. Hein. On tient facilement dedans. Combien il y en a dedans? Une soixantaine. Alors là, ils bougent pas du tout. On dirait du bois, ils bougent pas du tout. Oh bon, ça bouge un peu quand même. Qu'est-ce qui se passe si je glisse et je tombe dedans? Les crocos vont te bouffer. D'accord. Donc ça, c'est solide. On est d'accord? Oui. Et alors, ces crocodiles-là, ils sont là pourquoi? Qu'est-ce qu'ils deviennent après? En fait, je vends pas ces crocodiles-là. Je les fais se reproduire. Je vends les bébés crocodiles à l'âge de 10 jours environ aux acheteurs chinois. Et parfois, j'en garde aussi quelques-uns pour la reproduction. Ça se vend cher, un crocodile? Ça dépend des années. Par exemple, l'année dernière, c'était pas cher, entre 7 et 9 $. Mais certaines années, le bébé croco peut monter à 15 ou 20 $. 20 $ le crocodile, c'est pas mal. C'est cher, oui. Mais tu sais, il faut quand même les nourrir pendant un an. Qu'est-ce qu'ils mangent, les crocodiles? Naturellement, un peu de tout. Je leur donne donc des poissons, des serpents. En fait, les crocos, ça mange tout ce qui est dans l'eau. Les crocodiles, ça mange des poissons. Dans la nature, les crocodiles, ça mange pas des poissons. Ça mange des antilopes, j'ai vu à la télé. Mais si, bien sûr. Ça mange un peu de tout. Et moi, je leur donne aussi des rats. D'ailleurs, on va aller en chasser quelques-uns. Des rats? Je suis surpris, mais pourquoi pas? Je me laisse embarquer. Et pour les trouver, j'apprends qu'il faut aller les chercher là où ils nichent, dans les forêts englouties. C'est donc en pirogue qu'on part à la chasse aux rats. C'est loin encore? C'est par là, on y est presque. La baisse des eaux a commencé depuis un mois. Là, on a perdu à peu près 1,50 m. Mais il y a encore 5 mètres de profondeur. C'est-à-dire que les arbres qu'on voit dépasser là, il y a 5 mètres de tronc en dessous qu'on voit pas. Voilà, on est arrivé dans la zone où vivent les rats. Ici, là? Oui, donc on va essayer d'en trouver dans cet arbre. Ah oui, d'accord.
En fait, comme c'est inondé, les rats utilisent les branchages pour faire des nids en haut des arbres. Et si tu regardes là-bas, on voit un nid de rat. On dirait pas un nid de rat, en tout cas. On dirait un nid de guêpe. Et alors, je voudrais juste comprendre les rats. Pourquoi ils sont dans cet arbre-là? Ils savent pas nager, les rats? Ils peuvent pas partir? En fait, la nuit, les rats mangent les fruits et les feuilles, principalement de l'arbre, où ils ont fait leur nid. Mais parfois, ils vont aussi chercher à manger dans d'autres arbres. Et donc, ils nagent d'arbre en arbre. Tu sais, les rats, ils savent nager et même plonger sous l'eau. Mais la journée, souvent, ils dorment ici dans leur nid. Mais comment on sait s'il y a quelqu'un dedans? On fait toc-toc, on fait le cri du rat, on fait ouvrez, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah tu sais, je vais pas attendre de savoir si le rat est dans son nid ou pas. Le plus simple, c'est de percer directement le nid avec mon harpon. Et là, eh ben, tu vois tout de suite si le rat y est ou pas. C'est la surprise, quoi. Il est où, le harpon? Eh ben là, regarde. Ça sert de rame et de petit harpon. Ouais, c'est pratique. C'est un 2 en 1. Bon, allez, assez parlé. On va voir si le rat est là. Mais tu sais, c'est pas garanti, on peut aussi faire chou blanc. Vas-y, je te regarde, moi je ferai pas, hein. Je tue pas les rats. J'aime bien les rats, je vais pas les tuer. Ah, zut. Il n'y a pas de rat, le nid est vide. Bon, on va aller voir un autre arbre. Comme la pêche, faut être patient, quoi. Continuons la chasse. Tiens, là, il y a un arbre. Je suis sûr qu'il y a un nid. Vas-y, essaie. Le nid est vide. Bon, les gars, ça fait 2-0 pour les rats, hein. Je vois un nid là. Je vais essayer de l'attraper. Non, ça rigole pas. Ah oui, il est là-bas, il est au bout de la perche. Il est là? C'est bon, j'ai transpercé le rat. Je peux pas voir ça. Ah, c'est dur, le pauvre bête. On le laisse pas souffrir longtemps, Van. Oh, t'inquiète pas trop pour le rat. Quand la chasse est bonne, quand c'est la bonne saison, t'arrives à prendre combien de rats? Chaque jour, en pleine saison, une personne peut attraper entre 15 et 20 kilos de rats. 20 kilos de rats? Ça fait combien de rats? Ça fait 50 rats? 100 rats? Je dirais qu'avec cette espèce de rat, comme il en faut 10 pour faire 1 kilo, il en faut une centaine par jour. Les plus gros rats peuvent aller jusqu'à 1 kilo, mais c'est rare. C'est très très beau. Enfin, le rat mort limite, mais ce qu'on voit autour de nous là, c'est merveilleux en fait. On rentre à la maison? Allez, on y va. Bilan de cette journée chasse, un rat pour nos amis crocodiles. Mais surtout le plaisir pour moi d'avoir découvert un monde que je n'avais même pas osé imaginer. De retour chez Van, je profite d'une soirée en famille. Je m'attendais à une nuit bercée par le clapotis de l'eau, elle est plutôt rythmée par le va-et-vient des bateaux. Aujourd'hui, j'en ai pris plein les yeux, j'avoue aussi plein les oreilles, mais ce soir, sincèrement, rien ne pourra m'empêcher de dormir. Le lendemain matin, toute la famille se réveille. Et pour ma part, je me souviens qu'il faut aller nourrir les crocodiles. Allez, viens François, on va leur donner à manger. Oula. On va essayer de pas tomber tout de suite. Ouh. Ouh là là.
T'es sûr que ça tient les planches là, hein? Oui, c'est solide, cette cage, c'est moi qui l'ai construite. C'est là que tu nourris les crocodiles. Oui, oui. Il suffit d'ouvrir par en haut. Ça risque presque rien. Tu vois? Ah, ils attendent. Ils reconnaissent, ils attendent. Ils sont tous venus là. Si je jette le rat là, ils vont bouger beaucoup? Oui, un peu. Ça va bouger. Mais c'est le plus fort qui va l'avoir. Vu la taille du rat, il faudra en donner 10 pour que le crocodile soit bien rempli. Un rat, c'est un M&M's, quoi. C'est un cacahuète. Oui, un peu. Mais les crocos, ils sont friands du rat. Ils aiment bien ça. Tu sais, d'habitude, je leur donne du poisson. Mais c'est moins à leur goût. Bon, là, vu qu'il n'y a qu'un rat, je te conseille de bien viser. Je sais pas à qui je vais le jeter. Ah bah celui-là, là. Celui-là, là. Oh, putain! Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que si tu tombes là, je pense que tu tiens 5 secondes. Il a avalé, ça y est. En fait, ils avalent d'un coup. D'accord. J'étais venu voir un village de pêcheurs, je trouve un village de chasseurs, on chasse des rats. Et j'apprends que les rats, ils servent à nourrir des crocodiles que tu élèves pour nourrir toute cette belle famille. Incroyable. La prochaine fois, quand tu reviendras, je t'apprendrai autre chose. On ira attraper des crocodiles à main nue. Merci beaucoup. Moi, ça me fait pas peur. On rigole, mais on rigole qu'à moitié quand même. À bientôt. Je ne peux pas quitter les rives du Tonlé Sap sans aller voir à quelques kilomètres de là l'un des endroits les plus grandioses de la planète, la cité d'Angkor. Se promener dans ces temples en ruine, c'est plonger dans une histoire extraordinaire. Il faut quand même s'imaginer, on est en l'an 1000, il faut s'imaginer 300 000 personnes ici qui construisent ça, pierre à pierre. Les pierres descendent de la montagne par un canal qui a été creusé. Ensuite, elles prennent la rivière par un bateau et elles remontent le bras de rivière pour arriver jusqu'ici. Chaque pierre a fait des kilomètres et est arrivée jusqu'ici pour construire un truc dingue. Donc les poissons du fleuve, les oiseaux du fleuve, comme quoi le fleuve était là avant et il sera là après. Angkor, c'est un nom qui fait rêver, car c'est tout simplement le plus grand site religieux au monde. Construit par les rois Khmers entre le 9e et le 15e siècle, il s'étend sur plus de 40 km. Il faut imaginer qu'à son apogée, près de 4 millions de personnes auraient vécu autour de ces temples. Je reprends le fil de mon voyage, droit vers le Vietnam, dernier pays avant la mer. Ici, le Mékong se transforme en delta. Je découvre un incroyable dédale de canaux, des marchés flottants et des rizières à perte de vue. Le delta, c'est le garde-manger du Vietnam. Tout est démesuré ici. Alors plutôt que prendre une des nombreuses barques qui sillonnent la région, j'ai choisi un bateau à l'image du Mékong. Un cargo qui va m'emmener découvrir une nouvelle facette du fleuve. Nous sommes à seulement 70 km de la mer. Le niveau du fleuve change avec les marées. On arrive où là? C'est quoi ici? Ici, c'est un village de fabrique de briques. Et c'est quoi ces modes de dôme là, ces coupoles là? Ça, ce sont les fours qui permettent de faire les briques. Il y en a plein, hein? Il y en a plein partout. C'est beau, c'est magnifique. C'est beau. Aujourd'hui, je livre de la paille de riz. C'est cette paille qui sert de combustible pour faire fonctionner les fours. Dans le riz, tout sert, hein. Il y a combien de chargements là? Il y a combien de tonnes? 30 tonnes. 30 tonnes. C'est le riz sans le grain, c'est ça, hein? C'est ce qui entoure le grain de riz.
une fois qu'ils l'ont battu. Après, ils le laissent sécher, j'imagine, et ça fait de la paille qui sert de combustible. Et là, le pont, on va passer le pont, là? Ah bah oui, pourquoi ça passerait pas? Ça passe ou pas, là? Ça passe pas? Mais si. C'est Belmondo dans Peur sur la ville. Qu'est-ce que je fais? Je reste pas là, hein? Attends, je vais pas rester là. Je fais... Attention, hein. Je m'allonge? Baisse-toi bien. De toute façon, je peux glisser là. Au pire, je peux... Tout de suite, au pire... Allez, allonge-toi. Attention à toi. C'est des dingues! Je vais te débarquer chez Monsieur Haï. Il est propriétaire de 3 fours à briques. Mais là, ça ressemble à une station-service, hein? Bah oui, il a aussi une station d'essence pour les bateaux. Ah ouais, c'est une station... C'est une station à la fois pour les bateaux et à la fois pour les voitures. Je peux descendre là? Merci. J'adore cette paille de riz, ça sent tellement bon. Je vais en prendre un peu dans la poche. Bonjour messieurs. Monsieur Haï? François, bonjour. Bonjour, bienvenue chez moi. Il m'a dit que vous étiez vous aviez 3 fours ici et que vous étiez le big boss, quoi. La station-service, pour moi, c'est un business. Mais les fours de briques, c'est une affaire familiale qu'on se transmet de génération en génération. Tu sais, pour moi, fabriquer des briques, c'est une vraie passion. Et j'en suis très fier. Vous pouvez m'emmener voir les fours? Oui, ils sont en face, on va prendre le bateau. Allez. Pas comme si on faisait pas de bateau ici. Faut tout faire en bateau. Dans les briques. Donc la paille de riz est là. Ah ouais. Bonjour mesdames. Alors elles font quoi là? Là, elles sont en train d'alimenter le four à briques avec la paille de riz. En fait, dans le four, on installe plein de briques en terre crue, de bas en haut, les unes sur les autres. On ferme le four et après on fait un grand feu ici. Grâce à la paille de riz, tout ça, ça brûle. Et toutes les 30 minutes environ, il faut alimenter le feu pour qu'il ne s'éteigne jamais. D'accord, donc ça chauffe bien, hein, ça brûle bien. Et là, à l'intérieur, il y a combien de briques et jusqu'à quelle température? Là, il y a 160 000 briques. Et comme on vient de l'allumer, le four est à 300 degrés. Il va rester allumé 25 jours. Et la température, ça variera entre 600 et 1200 degrés. Là, il fait chaud, hein. Là, on sent bien. C'est dingue. Cette briqueterie artisanale est incroyable. Des milliers, des millions de briques sont déplacées, entreposées, empilées dans les fours et déchargées, toujours à la main, dans un mouvement sans fin. Et là, il y a quelqu'un qui monte à l'échelle. On peut aller voir dedans à quoi ça ressemble? Mais oui, avec plaisir, va voir. Oh là là. Il y a encore toutes les cendres. Ah, c'est dingue. Ouais, c'est une coupole. On dirait un lieu de culte. Et le silence est total. C'est incroyable. Attends, je vais essayer d'aller vers plus haut pour voir. C'est fou. Je pensais pas du tout ça comme ça. Encore une fois, je découvre le cercle vertueux qui unit les hommes au Mékong. La terre du fleuve est transformée en briques, et c'est sur l'eau qu'elles repartiront par millions pour construire des buildings. Oui, c'est dans ces vieilles fabriques que se construit le Vietnam de demain. Dernier jour de mon voyage sur le Mékong, je ne suis plus qu'à quelques centaines de mètres de la mer. Pour y accéder, mon tout dernier bateau, c'est un petit bac qui relie les îles dans le delta du Mékong. Je crois qu'on arrive. La mer est là-bas? On la sent. Oui, c'est l'embouchure. Là-bas, tu vois, c'est la mer de Chine. Et la mer, ça vous inspire quoi, vous? Elle est différente du Mékong. La mer, elle nous apporte tellement de choses. Oui, elle a raison.
La mer nous apporte beaucoup. Ici, par exemple, dans le Mekong, les poissons sont différents. Il y a aussi des coquillages et des crabes. En fait, la mer ici, elle fait changer le Mekong. Si la mer fait changer le Mekong aussi fait changer la mer. J'ai donc parcouru 2400 km sur le Mekong. J'ai traversé 3 pays et je me retrouve enfin au bout du bout. J'avoue, je rêvais de sable fin et de cocotiers, mais jusqu'au bout, le Mekong déroule une toute autre histoire. Voilà la fin du voyage, voilà la mer, voilà le Mekong qui se jette dedans. D'ailleurs, il lui donne sa couleur sur des centaines de kilomètres. Et je m'aperçois que les gens ne sont pas du tout tournés vers la mer ici. Ils sont complètement tournés vers le fleuve parce que là, c'est l'un des rares villages de la côte. Il n'y a personne. Comme si le fleuve leur avait tellement tout donné depuis toujours. Pas besoin de se tourner vers la mer.